je vais m'asseoir, ça vous dérange pas? Ouais, bonsoir à tous. Je suis un peu impressionné, je pensais que j'allais partager une bière autour d'une table avec une dizaine de personnes. Ben, c'est pas tout à fait ça, mais bon, on va s'adapter, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler, moi, de mon historique, de mon histoire, et puisque j'ai récupéré la présidence du groupe Fouk il y a 4 ans. Et c'est vrai que lorsque Thomas et Yann m'ont proposé de participer à ce talk, j'ai longuement hésité. J'ai longuement hésité parce que je suis pas familier de l'exercice. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager quand même sans vous inspirer, parce que j'ai pas cette prétention de pouvoir vous inspirer, mais en tout cas peut-être vous éclairer sur certaines choses par rapport à ce que j'ai pu vivre moi depuis 4 ans. Et effectivement, moi, quand je me suis planché un peu sur l'exercice, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Comment ma vie est assez intéressante? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Quel message inspirant leur transmettre? Finalement, j'ai déconnecté un petit peu les neurones et je me suis dit, bon, ben, je vais venir comme au McDo, je viens comme je suis et je partage ma vie de jeune entrepreneur ayant repris un groupe familial historique. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon cursus, hein, c'est pas le plus important, mais rapidement. Effectivement, je suis réunionnais, je me suis exporté dans le cadre de mes études. Donc j'avais fait 2 ans de prépa après un bac ES, j'ai fait 2 ans de prépa HEC au lycée Belle-Pierre et ensuite j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. J'ai également pu faire une année à l'étranger en échange à l'Université Laval au Québec. J'ai obtenu un MBA en comptabilité. Et j'ai eu l'occasion aussi de passer par Saint-Cyr, donc l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, pour un stage de 6 mois, après lequel je suis ressorti réserviste. Donc si vous me croisez aujourd'hui le week-end habillé en gendarme, ne vous inquiétez pas, c'est bien moi, puisque j'ai aussi cette double casquette d'officier de réserve de gendarmerie. Voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Je vais vous dire, mais comment ils trouvent le temps? Moi aussi, je me pose la question, mais on est un peu fatigué le soir, mais voilà, on a le sentiment d'avoir fait quand même des belles choses. Voilà le cursus un peu universitaire. Sur mes expériences professionnelles, moi j'ai commencé à bosser à Paris, d'abord chez Alstom, ensuite chez Nespresso en contrôle financier, j'étais contrôleur de gestion. Oui, parce que j'ai plutôt développé mes compétences sur la finance. Et ensuite, avant de revenir à La Réunion, j'étais dans le cabinet qui s'appelle PwC, PricewaterhouseCoopers, donc un cabinet d'audit comptable. Donc j'y ai fait 5 ans avant de rentrer à La Réunion. Et j'ai été consultant. Enfin voilà, bref, c'était rapidement mon cursus, même si c'est pas le plus intéressant aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler un peu du groupe Fouk, parce que le groupe Fouk, effectivement, c'est un groupe historique. Les gens, au fond d'eux, connaissent le nom, mais des fois, ils se disent, mais parce qu'effectivement, on n'est plus dans l'automobile, on a fait 90 ans de Citroën, mais il y a eu pas mal de changements depuis quelques années. Et juste pour vous faire une petite présentation rapidement du groupe Fouk. Donc, le groupe Fouk, il a été créé en 1890 à La Réunion, d'abord sous forme de comptoir. On vendait un peu de tout. Et on importait, on exportait du café, on apportait voilà, des biens de la vie quotidienne. Et ensuite, en 1919, c'est mon arrière-grand-père qui a fait venir les premières Citroën à La Réunion. Donc ça a été le fer de lance de l'entreprise et du groupe pendant 90 ans. En 1960, sous l'impulsion de mon grand-père, Albert, le département agricole a été créé. Donc aujourd'hui, on parlait de l'Est. Effectivement, on connaît bien, puisque juste à côté, vous pouvez voir Fouk Matériel, qui est la concession de vente de matériel agricole. En 1984, c'est mon père Frédéric qui reprend la présidence et qui développe encore davantage le groupe. D'ailleurs, en 1995, le groupe Fouk est élu meilleur concessionnaire multimarque sur le plan national, qui était une belle prouesse. Au début des années 2000, le groupe connaît un peu son apogée,
avec aussi l'absorption de nouvelles activités. Donc on a pu se développer aussi dans la moto. Je ne sais pas si les gens se souviennent à l'époque de l'ambiance de Roux, là où se situe actuellement Dacia, à Saint-Denis, en face du cimetière. Voilà, des activités qu'on a développées. Comme je le disais, on est monté, on était un groupe leader dans l'économie réunionnaise jusqu'à 2010 à peu près. On était à peu près 550 collaborateurs pour 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant, puisque en 2007-2008, la crise des subprimes touche fortement la Réunion. Et les taux d'intérêt ayant augmenté, le marché de l'automobile s'effondre complètement. D'ailleurs, le groupe Caillé, à l'époque, s'est retrouvé exactement dans la même situation que la nôtre. Voilà, pour différentes raisons, hein, pour lesquelles je ne vais pas forcément rentrer. Mais contrairement, nous, au groupe Caillé, qui a pu garder son activité automobile, malheureusement, nous, on a été, on va dire, forcés de céder la carte Citroën en 2011, au groupe CFAO. Et depuis 2011, voilà, c'était un peu le parcours du combattant. Pour vous donner une petite anecdote, je me souviens, moi, en 2011, à ce moment-là, j'étais en métropole. Et je me souviens être rentré à La Réunion pour les vacances et d'être revenu sur la concession historique de Saint-Denis, que vous connaissez peut-être, hein, là où il y a le village actuellement. Vous avez Hyundai, vous avez le bâtiment là, qui aujourd'hui appartient à la région. Mais tout ça, c'était une seule et même concession, tout simplement, dans laquelle petit, je me baladais dans les ateliers. Et je me souviens, moi, en 2012, après le rachat de Citroën, donc du coup, d'être rentré et d'être allé voir les collaborateurs, puisque moi, dans ce groupe, à 16 ans, j'y travaillais, j'ai 18 ans aussi, j'étais en stage, j'ai toujours bossé dans le groupe, plus jeune. Et je me souviens de l'émotion que j'avais eue en 2012, lorsque j'étais rentré, que j'étais reparti voir tous les collaborateurs. Je me souviens arriver dans l'atelier et fondre complètement en larmes. Alors, pas du tout prévu, hein, j'étais juste venu voir les gens pour leur dire bonjour. Et le fait de se retrouver voilà, dans finalement cet endroit que je connaissais depuis petit, ça m'a fait un électrochoc émotionnel, on va dire. Et de là aussi, s'en est suivi quand même, de ma part, la volonté de me battre et de reprendre au moment, en 2020, quand je suis revenu, la volonté de redévelopper le groupe. Donc ça, voilà pour un petit peu l'histoire. Après la perte de la carte Citroën, du coup, les activités du groupe se sont poursuivies tant bien que mal autour de 3 pôles. Je le disais tout à l'heure, dans le pneumatique, notamment le matériel agricole et la location de voitures, qui étaient déjà des activités existantes dans le groupe et pour lesquelles on a continué à développer. Un plan de conciliation avait d'ailleurs été signé en 2015 avec les différentes banques de La Réunion, prévoyant un remboursement d'un passif de 45 millions d'euros à l'époque. Et pour justement faire face à ce passif, de nombreux actifs immobiliers, donc le site de Saint-Denis, entre autres, avait été vendu. Voilà un peu pour l'historique. Moi, à partir de 2017, déjà, j'avais l'envie, et je mûrissais l'envie de rentrer à La Réunion. J'étais chez Price à l'époque à Paris. Et déjà, je me disais que je voulais rentrer. Mais l'ancien président, oui, parce que ça c'est important aussi de le savoir, lorsque l'on a vendu Citroën, mon père, lui, Frédéric, a complètement laissé la main. Je pense que ça l'a un peu traumatisé à l'époque. Et c'est un externe à la famille, pour la première fois, qui a été nommé président du groupe. Et donc moi, à partir de 2017, j'avais des discussions avec lui, comme quoi je voulais rentrer, que pour moi c'était le bon moment, etc. Ma famille voulait que je rentre. Et finalement, lui m'en avait dissuadé en me disant que c'était pas forcément le bon moment, qu'il y avait des projets qui méritaient d'être stabilisés et que voilà, que j'avais encore à apprendre en métropole, ce qui n'était pas forcément faux. Ne voulant pas être calife à la place du calife, j'avais laissé pisser entre guillemets. En 2018, un tournant aussi était le décès de ma grand-mère, puisque ma grand-mère avait toujours voulu que je rentre dans le groupe familial. Elle aurait aimé voir ça de son vivant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je lui avais fait cette promesse de rentrer dans le groupe familial. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, j'en discutais avec ma grand-mère, elle-même me racontait les conditions dans lesquelles mon propre grand-père était rentré aussi à La Réunion à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
puisque mon grand-père, lui, se destinait à être magistrat. Il ne voulait pas forcément rentrer et reprendre le groupe familial. Et c'est sa propre grand-mère qui l'avait convaincu de rentrer. Donc j'avais vu ça un peu comme un signe du destin, on va dire. Et, euh, et voilà. Et derrière, en 2019, je vois de plus en plus l'ancien président sur Paris, parce que celui-ci avait déménagé sur Paris. Et oui, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. À l'époque, ça ne nous avait pas choqué plus que ça, mais l'ancien président quand même dirigeait le groupe depuis Paris, donc c'était assez incompréhensible. Et d'un mois à l'autre, lui me tenait au courant des dossiers, puisqu'il était déjà prévu que je rentre dans le groupe familial, mais je n'arrivais pas du tout à le suivre. Tout me paraissait complètement contradictoire, et c'est là que je me suis commencé à me douter, enfin commencé à me poser la question de s'il n'y avait pas un loup derrière tout ça. En 2020, finalement, moi je fais le retour à La Réunion, finalement en forçant un petit peu le destin, parce que pour lui, il n'était pas forcément prévu que je rentre, mais finalement, je sais pas, j'avais une mauvaise intuition, etc. Donc, j'étais rentré en 2020, après avoir démissionné de mon ancien cabinet. Donc, j'étais aussi au RSA pendant 10 mois, hein, faut le savoir, parce que le groupe était en difficulté à ce moment-là. Et d'ailleurs, le groupe, à mon arrivée, venait d'être placé en procédure de mandat ad hoc. Donc, ça vous prouve un peu l'étendue des difficultés à ce moment-là. Qu'importe, le lundi matin, dès mon arrivée, avec ma compagne qui est là justement, on se met au boulot et on commence à éplucher tous les comptes. On commence à éplucher tous les comptes. Et là, très rapidement, après seulement une semaine à être rentré dans le groupe, là, je me rends compte que ça ne va pas. Mais vraiment pas du tout. On est vraiment chez les fous, enfin chez les fous, il faut le dire. Et zéro process, zéro contrôle, zéro organisation, zéro surtout. Je tombe des nues, mais vraiment, je tombe des nues. Je ne m'attendais pas à ça, puisque l'ancien président, à qui je faisais une confiance absolue, finalement, avait caché pas mal de choses à la famille, et dont moi le premier. Et même si certains responsables d'exploitation, à l'époque, faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour tenir la baraque, la direction générale était complètement aux abonnés absents. Pire, je me suis rendu compte qu'ils étaient complètement incompétents. L'homme en qui j'avais confiance, en la personne de l'ancien président, qui avait quand même 10 ans dans la boîte, hein, était complètement à côté de la plaque. Moi, qui à mon arrivée voulais qu'il reste un minimum 2 ans pour pouvoir faire la transition, bah, très rapidement, au bout d'un mois, je voulais qu'il parte le plus rapidement possible. D'ailleurs, son départ a été acté au bout de 6 mois. Et j'ai pu récupérer la présidence au mois de juillet 2020 et enfin commencer à me payer, hein, puisque à 400 € par mois, c'est quand même compliqué à 32 ans. Et c'est là que je m'aperçois que beaucoup d'anomalies, d'irrégularités. Les comptes de 2019, d'ailleurs, sortent avec des mois de retard. Et on se rend compte que c'est là que je me rends compte que je suis dans un sacré pétrin. C'est le cas de le dire. Entre-temps, qui plus est, le Covid est passé par là. Les relations avec les banques sont complètement délétères, ce que je peux comprendre, hein, vu la gestion catastrophique. Dans cette situation, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? J'abandonne, on lâche. Après plus de 100 ans à développer le groupe familial, moi, abandonner, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais de la vie. Je me suis dit, alors, Cédric, donne le meilleur de toi-même et n'aie aucun regret. Fais ce que tu peux au maximum. Et si demain, le groupe doit être vendu, il le sera, mais au moins, tu auras tout donné. Bien qu'ayant le regret d'être arrivé un peu tard, mais soit. Donc à ce moment-là, je change quasiment tout le codir, dont un directeur, figurez-vous, qui avait été embauché à l'époque de mon grand-père, et qui avait trouvé le moyen de faire passer ses intérêts personnels bien, bien, bien avant ceux du groupe et de ses collaborateurs. Donc là aussi, ça a été une grosse, grosse claque et déception, aussi pour la famille. On se rend compte que des gens qui parfois sont là chez vous depuis 40 ans, qui ont fait toute leur carrière dans le groupe, puissent à la fin finir aussi bas. Je me souviens quand je suis arrivé chez Fouque, notamment chez Fouque Matériel, là, que vous voyez à côté, il y avait 4 millions d'euros de créances clients. 4 millions d'euros de créances clients. Ça veut dire qu'il y avait 4 millions d'euros d'argent qui étaient dehors. Ce qui est complètement incompréhensible, mais voilà, par le manque de gestion, etc., voilà les dérives que ça avait entraîné. Depuis que je suis arrivé, qu'on a remis des process en place avec toute mon équipe, parce que j'ai un nouveau DAF, j'ai toute une nouvelle équipe en place,
Il n'y a pas un seul dossier d'impayé chez Fouque Matériel. Donc ça vous montre quand même à quel point les gens à l'époque étaient quand même assez incompétents. J'ai d'ailleurs 2 anecdotes assez hilarantes à vous partager. Bon, aujourd'hui ça me fait rire, mais je peux vous dire qu'à l'époque, quand j'étais en plein la tête dans le guidon, ça me faisait pas rire. Un jour, je suis avec mon ancien codir sur un site au port, et on fait le tour du site, parce qu'il n'y avait rien qui allait sur le site, il y avait pas mal de choses là qui étaient... Le site était sale, enfin c'était n'importe quoi. Et je me souviens, on fait le tour du site avec mon codir, et à un moment, il y a un endroit où il y a pas mal de débris, où il y a pas mal de choses qui sont amoncelées les unes sur les autres. Et là, je dis à mon codir, bah ça, par exemple, faut que ça dégage, là. Enfin, on n'a plus de temps à perdre. Et là, j'ai une membre de mon équipe qui me dit, mais ça, monsieur Fouque, c'est la station de lavage pour véhicules qu'on avait acheté en 2008, à l'époque, pour les occasions Citroën, qu'on n'a jamais monté, et qui se retrouve là, en plein soleil. Elle me dit, les rouleaux sont dans le conteneur. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai rapidement fait venir quelqu'un qui faisait la marque en local. Quand je lui ai raconté ça, il est tombé des nues. Il m'a dit, monsieur Fou, 80 000 € le cadeau, ça fait mal quand même. Hein. Donc voilà, c'est des exemples de choses qui avaient été faites. J'ai une deuxième petite anecdote aussi pour vous. Un jour, je suis avec mon ancienne équipe, avec mon ancien DAF. Il reçoit un coup de fil. Il commence à dire non, mais aujourd'hui c'est M. Fouque qui est revenu, etc. C'est lui qui prend les décisions, etc., etc. Bref, il raccroche. Et là, je lui dis mais c'était qui? C'était quoi le but de l'appel? Et là, il me raconte la teneur de la conversation et j'explose de rire. J'explose de rire parce que je me dis c'est une blague. En fait, c'est pas possible. Et en fait, c'était pas une blague. En fait, on avait un partenaire à qui on devait de l'argent, à qui on avait mis un échéancier, et de par nos difficultés, on avait du mal des fois à tenir cet échéancier. Et cette personne avait une deuxième activité dans la vie, et vendait des feux d'artifice et des pétards. Et donc en fait, il nous vendait tous les ans 15 000 € de pétards qu'on utilisait ensuite pour les larmes de Noël des enfants. Enfin non mais c'est complètement lunaire, complètement dramatique. Mais voilà, je suis tombé sur des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'après coup, on en rit, hein, parce que c'est tellement lunaire, mais sur le coup, je peux vous dire que c'est compliqué. Donc depuis, le groupe, aujourd'hui, se porte quand même mieux. Hein. Je vous raccourcis un petit peu tout ce qui a été fait durant ces 4 dernières années, parce que sinon, il y en aurait pour 2 heures. Sandrine, qui est là, sait de quoi je parle, puisque je l'ai tenu la grappe pendant des heures et des heures à lui raconter mes problèmes. Hein. Je pense que d'en avoir marre de me voir, à force. Aujourd'hui, le groupe se porte mieux. Pourquoi? Parce qu'on a fait une grosse restructuration avec l'entrée de nouveaux acteurs réunionnais en coactionnaires minoritaires dans certaines des boîtes, notamment la location de voitures et les pneumatiques, et l'arrivée de nouvelles personnes aussi qui sont venues, des personnes compétentes avec l'idée de relever des challenges, qui sont venues gonfler les effectifs et qui sont venues aujourd'hui constituer ce qu'ils m'ont qu'à dire. Donc sans eux, j'y serais jamais arrivé, hein, parce que ça aurait été impossible d'impulser tout ça. Donc ils sont pas là ce soir, mais s'ils voient la vidéo, je les remercie, encore une fois. Parce que cela aujourd'hui porte ses fruits. Donc aujourd'hui, des 3 sociétés qui étaient en difficulté, il y a encore en 2020 quand je suis arrivé, aujourd'hui il y en a 2 sur 3 qui dégagent de la rentabilité. Et la 3e, j'espère pour cette année enfin, en tout cas on y travaille dur, mais voilà, on a identifié ce qui n'allait pas. Voilà, pour finir, finalement, en conclusion, après tout ça, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui reste? Quelles sont les leçons que j'ai pu en tirer, moi, de cette expérience-là, donc de 4 ans? Et moi, j'en vois 5. Premièrement, la nature a horreur du vide. Clairement, si vous ne saisissez pas l'opportunité au moment où elle se présente, quelqu'un le fera à votre place. C'est sûr et certain. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui a manqué au groupe Fouque ces dernières années, et peut-être plus généralement au groupe réunionnais en général. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, le paysage économique, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est un constat. Mais on voit que clairement, aujourd'hui, les groupes réunionnais ont beaucoup perdu de leur superbe. Il y a beaucoup aujourd'hui de groupes voilà, de la zone océan Indien, ou de métropole, ou des Antilles. Hein. Et on a beaucoup. Il n'y a pas que il n'y a pas qu'un seul groupe en 3 lettres, on a aussi beaucoup d'autres à côté. Et je pense que c'est cette première leçon à en tirer, c'est qu'à un moment donné, enfin le groupe Fouque, nous les premiers, hein, on n'a pas su prendre des opportunités, on n'a pas su les saisir. Et c'est ce qui a manqué.
Deuxième conclusion, deuxième leçon que moi j'ai pu tirer, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que, et ça, je l'ai appris aussi quand j'étais à l'armée, puisque j'étais en stage d'officier. Et on le dit souvent dans le cadre de l'armée de terre, enfin de l'armée en général, il n'y a pas plus mauvaise décision que la non-décision. Je veux dire, quand vous menez des hommes, etc., et une entreprise, il faut absolument que vous preniez des décisions. Après, elles peuvent être mauvaises, mais il n'y a rien de pire que de ne pas en prendre. Donc ça, c'est un peu la deuxième leçon que j'ai pu tirer. Et la troisième leçon qui est en lien avec cette deuxième, c'est le droit à l'erreur et la capacité à apprendre justement de vos erreurs. Vous avez le droit de vous tromper, et c'est normal de se tromper. Enfin, je veux dire, personne n'a la science infuse, moi le premier, mais il faut avoir l'intelligence et la capacité à apprendre de ses erreurs pour rebondir et les modifier pour aller dans le bon sens. Parce qu'on a le droit de se tromper, mais si on se trompe et on ne fait pas l'analyse introspective de se dire bah, je vais dans le mauvais chemin, bah, ça ne servira à rien. Vous pourrez vous tromper et à la fin vous fermerez votre boîte. Et c'est pas l'objectif. Donc oui, se tromper, oui, mais apprendre de ses erreurs, c'est super important. Quatrième conclusion que moi j'ai pu en tirer, c'est savoir se réinventer. Voilà, ben, c'est totalement notre cas aujourd'hui chez Fouque. Aujourd'hui, on a fait le deuil de l'automobile, etc. On est en train de redévelopper le groupe et potentiellement, on va essayer de se redévelopper vers des nouvelles activités. Donc ça, c'est important. Et peut-être des activités qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on faisait auparavant, mais c'est important. Et la cinquième, et je pense que c'est la leçon la plus importante que je peux vous partager ce soir, c'est de savoir bien s'entourer. Bien s'entourer, parce qu'aujourd'hui, moi, sans mon codir, et les personnes que j'ai pu recruter, on n'aurait jamais pu arriver à ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli durant ces 4 dernières années. Et seul, j'aurais pas fait grand-chose si j'avais pas été accompagné de gens compétents. Mais ça vaut en interne, mais aussi en externe. C'est super important. Aussi vis-à-vis des prestataires, de vos conseils, c'est super important que vous soyez bien accompagnés. Moi, en étant arrivé au groupe Fouque il y a 4 ans, il y avait déjà des prestataires en face et des conseils qui étaient en face et qui clairement se gavaient sur notre dos. Enfin, je me suis fait suffisamment d'inimitié depuis ces 4 dernières années, je ne vais pas les citer en plus, mais des avocats d'affaires, etc., qui étaient là sur le dossier depuis des années, des avocats d'affaires parisiens, ça veut rien dire. Hein. Avocat d'affaires parisien, ça veut absolument rien dire. Parce que la facture, par contre, ça veut dire quelque chose. La facture derrière. Il faut vraiment savoir s'entourer. Et là, aujourd'hui, là aussi, je me suis entouré de nouveaux prestataires aujourd'hui, de nouveaux conseils. Ça a marché de temps en temps, ça n'a pas marché de temps en temps, mais c'est super important. Aujourd'hui, clairement, avec mes conseils, je travaille en toute confiance. Et je sais qu'ils ne sont pas là pour me cacher des choses, et on travaille en toute transparence. C'est tout ce que j'attends, en fait, des prestataires et des conseils. Et il faut que ce soit clair et transparent entre vous. Ça, c'est super important. Voilà un peu, je pense qu'au niveau du timing, on est dans les clous. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long et ennuyeux. Mais je vous remercie de votre écoute. Merci à vous.